Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous avez d'émission. C'est toujours un plaisir pour nous porter la caillou chaque semaine, émission par là, ça y aurait l'impôt. Invité nous aujourd'hui, c'est Monsieur Samuel Sylvestre qui s'est chargé de mission dans la Direction générale impôt. Monsieur Sylvestre, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Monsieur Ségan. Bonjour, bonsoir à tous les amis téléspectatrices et téléspectateurs qui suivent l'émission qui s'appelle l'impôt. C'est un plaisir pour me participer à l'émission matin. Donc, ce n'est que partie remise. Donc, nous avons l'occasion de faire plus connaissance avec M. Sylvestre. Le temps pour nous prendre une petite pause, nous allons tourner tout de suite. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour centre impôt, informatiser tout système pour transaction citoyen avec l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir avec pièce d'identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, thème pour mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bon genre explication sous démarche ou bien poursuivre. Et DGI aider ou vinn faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Mesdames, Messieurs, nous avons avec nous Monsieur Samuel Sylvestre qui s'est chargé de mission dans la direction domaine dans DGI. Donc, Monsieur Sylvestre, c'est la première fois que le vient sur le plateau. Donc, nous sommes bien contents que là avec nous. Donc, là permettre nous aborder une question qui d'actualité, c'est question déclaration définitive. Donc, là-bas, nous plus lumière sur question. Public là a plus ou moins édifié sur tout ça qui concernait question déclaration définitive. Mais M. Sylvestre, son rituel, nous toujours une phase présentation pour inviter nous. Donc, nous ne pouvons pas faire un pas sous ça. Donc, nous avons demandé pour faire public part de parcours académique ou parcours professionnel ou plus particulièrement dans le DGI. Bon, juste avant de me présenter, moi, je tenais à remercier M. Ségan pour l'invitation. Donc, comme déjà annoncé, moi, c'est Samuel Sylvestre. Moi, c'est comptable de formation. Moi, j'ai une licence en sciences comptables. Moi, j'ai également un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration financière avec concentration en impôts, fiscalité. Moi, j'ai également une maîtrise en administration fiscale que moi, j'ai décroché dans l'université Paris-Dauphine en France. Moi, je suis également d'autres formations en Haïti comme à l'étranger. Le cas, par exemple, une formation en sécurisation foncière que je suis à l'École nationale des finances publiques en France. Également, des formations en business consulting que je suis dans l'université Kiskeya. J'ai commencé d'autres formations que malheureusement n'ont pas terminées. C'est le cas, par exemple, pour des études en sciences juridiques que j'ai commencé en faculté de droit, des études en sciences politiques que n'ont pas terminées. En termes de parcours professionnel, qui a annoncé là, nous c'est un cadre au niveau de l'administration fiscale haïtienne. Nous avons commencé à titre d'inspecteur. Par la suite, nous avons été promus de chef de service. De chef de service, nous avons été encadreur. Puis actuellement, on est au rang de chargé de mission.
En dehors de l'administration fiscale, nous avons également des expériences au niveau surtout de l'enseignement. Nous enseignons, nous dispensons des cours de fiscalité, de vérification dans certaines facultés à Port-au-Prince ainsi que dans certaines villes de province. Jean Tap dit tout à l'heure, M. Sylvestre, c'est un visage nouveau sous plateau émission Salary Impôt. Donc c'est pour raison ça que nous venons avec M. Sylvestre, en façon pour permettre que téléspectateurs, téléspectatrices fassent connaissance avec d'autres cadres qui sont dans DGI. Donc émission aujourd'hui, l'a consacrée à la déclaration définitive impôt sur le revenu. Donc c'est un sujet d'actualité et nous comptons pour qui raison. Donc et DGI mettait déclaration définitive là dans le cœur stratégie, dans la planification fiscale pour l'exercice 2018-2019. Donc, qui est censé commencer 1er octobre. Monsieur Sylvestre, qui j'en comprendre notion revenu, qui c'est essence déclaration définitive, partager avec nous vision, conception, approche qu'on gagne de questions revenus, on connaît que des questions approche juridique, approche économique et approche qui au regard de la législation fiscale haïtienne. Bon, parlant de revenus, maintenant, c'est pas demander aux contribuables pour faire une déclaration d'impôt sur le revenu. Avant tout, faudrait-il que le contribuable connaisse qui ça qui est un revenu. Parce que très souvent, dès qu'on parle de déclaration d'impôt sur le revenu, le contribuable a tendance pour dire bon, moi, je ne travaille, je ne vais pas me déclarer. Donc, je dis avant même que nous entrions dans la déclaration, il faut qu'on ait d'abord qui ça qu'on revenu. Parlant de revenus, on définit le revenu selon deux grandes approches, selon deux grandes conceptions. Il y a une qui est restrictive, ou l'approche juridique, et l'autre qui est large, ou extensive, qu'on appelle normalement la conception économique ou la théorie de l'enrichissement. Selon la première conception, c'est-à-dire l'approche juridique du revenu, il définit le revenu comme étant une somme d'argent provenant d'une source permanente, mais de manière périodique. Là, d'abord, il faut que la source soit permanente et que recevoir de façon périodique. C'est pour ça qu'un peu le monde a tendance à considérer salaire comme revenu, puisque ma travail de côté, institution côté ma travail là, représente une source de revenus permanente et que une périodicité qui définit soit chaque quinzaine, chaque mois, je ne sais pas, qu'elle recevoir maintenant définit comme revenu. Selon cette conception juridique, toute somme d'argent pas nécessairement revenu. Par exemple, il y a des gens qui jouent dans l'auto, ils gagnent. Donc, à poser la question, est-ce que ça gagne son revenu? D'abord, nous parlons, est-ce que source est permanente? Nous devons dire oui, parce que l'institution, l'autre qui joue là-dedans, est permanente. Mais est-ce que le recevoir de manière périodique? La question, nous avons posé, est-ce que nous avons défini une période à chaque fois que la gagne? C'est juste un jeu de hasard. Bon, là, il n'est pas défini. Quand aujourd'hui, il gagne, demain, il gagne. Il a fait 4 ans la jouer et il a perdu. De ce fait-là, il n'est pas considéré comme revenu. On voit maintenant pour l'approche économique. C'est ce que nous avons dit, la théorie de l'enrichissement. Selon cette approche, il définit le revenu comme étant tout enrichissement d'un sujet économique constaté au cours d'une période donnée. Cet enrichissement engendre nécessairement un accroissement de patrimoine. Autrement dit, tout ça qui engendre un accroissement de patrimoine d'un individu, un sujet économique, c'est un revenu. On voit par exemple, il y a des gens qui jouent dans la loterie, nous prenons le même exemple, ils gagnent. Ça que ils gagnent, est-ce que ils engendrent pour lui un accroissement de patrimoine, un accroissement de richesse? La réponse est oui. Si vous avez une fortune de 10, ils jouent, ils gagnent 2. Maintenant, le patrimoine est passé à 12. 2, ça, durant cette période que les gagnants, c'est un revenu. Maintenant, la législation haïtienne qui ça le dit de revenu. Là, nous allons exactement dans l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 qui traite la question impôt sur le revenu. Selon l'article 2, il a adopté la conception, l'approche économique du revenu. De ce fait, il n'y a pas besoin de travailler pour faire déclaration d'impôt sur le revenu, ou pas obligé de travailler pour un revenu. Mais tout ça qui engendre un accroissement de patrimoine, de richesse ou comme contribuable, c'est un revenu. De ce fait, vous supposez déclarer. Donc, moi, bien content de parler comme ça parce que fort souvent, nous confondons question revenu avec capital. C'est-à-dire que ou recevoir papa moule qui ton l'argent pour vous, ils comptent toujours assimiler là un revenu qui n'est pas du tout ça.
donc qui pas assujetti à impôt sur le revenu et de préférence à un impôt sur capital, soit carré droit de mutation. D'accord, c'est très bien. Donc quand nous parlons de revenus, gagner plusieurs catégories de revenus. Est-ce que vous êtes capable de parler nous de différentes catégories de revenus que vous pouvez joindre à l'intérieur d'un livret de déclaration définitive? Donc, et ceci, que ce soit dans le livret de déclaration définitive DGI ou bien si nous avons une approche benchmarking dans l'autre pays. Exactement, dans le système fiscal en Haïti, nous recensons au moins 6 catégories de revenus. Et ceci, c'est commencé à partir de l'article 16 jusqu'à vers les articles 100 et suivants, définir tout type de revenus. Ça. Et livret de déclaration que nous avons, côté que c'est à travers les mêmes que contribuables supposés déclarer revenus, dans la première page, là, il énumérer tout type de revenus que nous joignons dans le système panneau en Haïti. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle des revenus de traitement et de salaire. Ça, effectivement, c'est pour catégorie de monde de salariés. On a une constitution, côté que le travail, qu'il perçoit un salaire en échange de prestations de services qu'il fournit à l'institution. C'est le type de revenu qui puisse connaître. Généralement, tout le monde en Haïti qui parle de déclarer, c'est peut-être parce que pas de travail, de ce fait que tu n'as pas de revenus ou pas fait déclaration. Mais il y a une deuxième catégorie de revenus également qui c'est des revenus de capitaux mobiliers. Il y a un revenu de capitaux mobiliers, c'est le cas par exemple, moi capable actionnaire dans une institution. Comme actionnaire, l'entreprise a réalisé un bénéfice de quelconque. À la fin d'une période donnée, l'entreprise a adressé l'état financier, dégager un profit, et profit, ça va le distribuer sous forme de dividende à actionnaires. Dividende, ça représente un revenu pour actionnaires. Ça fait partie de cette catégorie qu'on appelle revenu de capitaux mobiliers. Il y a également une troisième catégorie de revenus qu'on appelle les plus-values. Plus-value mobilière et immobilière. Mobilière, c'est dans le cas où le bien qu'on a cédé, c'est un bien mobilier, un bien qu'on a déplacé, etc. Et immobilier, un bien qui n'est pas qu'à déplacer, le cas d'un terrain, d'un bâtiment, et tout ça. Que moi, j'ai un bâtiment, ça c'est pour moi, mon terrain, ça c'est pour moi-même. À un certain moment que moi, je vends. Il suffit que vente là est supérieur à prix que je acheté terrain, et bien différence là, il représente un revenu. Alors je dis bien, la différence entre prix de cession et le prix d'achat, mais moi pas dit prix de vente là. Différence là, c'est les positifs. Si je vends pour plus que ça que je acheté, différence là représente un plus-value. Donc c'est un revenu que je dois déclarer. Nous jouons l'autre type de revenu également, c'est les revenus de capitaux, les revenus des bénéfices industriels et commerciaux. Le cas, moi, c'est un exploitant industriel ou bien moi, j'ai un commerce. Moi, je fais l'objectif principal pour me dégager un bénéfice. Le bénéfice, ça lui représente également un revenu. Le revenu, ça, il faut que moi déclare. Il y a également bénéfice des professions non commerciales. Si les amis téléspectateurs rappellent dans la présentation, moi, je dis, moi, c'est un comptable de formation, moi, c'est un fiscaliste. Maintenant, si moi, je monte un bureau de consultation, on recevoir des clients qui me fournissent des services de consultation en comptabilité, en fiscalité, etc., que le client lui-même les paye, ça que les paye, on fin déduire toute charge qui est liée à l'exploitation féminin. Différence positive là représente un revenu. Le revenu, ça, il y a une catégorie de bénéfices des professions non commerciales. Et puis, une septième et dernière catégorie dans le système fiscal pagnon, c'est ce qu'on appelle autres. Autres, c'est tout revenu que je pourrais dire des revenus innommés qui sont dans les 6 premières catégories que nous avons citées avant. Mais si on te dit que ce n'est pas seulement dans le système pagnon en Haïti, donc il faut essayer de faire un coup d'œil dans d'autres pays, c'est le cas de certains pays en Europe, particulièrement la France. Il y a d'autres types de revenus, particulièrement c'est ce qu'on appelle les revenus agricoles. Donc, même quand nous disons en Haïti, c'est un pays qui est essentiellement agricole, mais lorsqu'on constate que l'agriculture n'est pas développée de façon telle, pour nous considérer, par exemple, un paysan qui a produit juste pour capable survivre, ça fait passer, il y a peut-être catégorie ça en Haïti, mais dans d'autres pays, on a aussi cette revenu agricole comme l'autre catégorie.
Mais même quand dans l'autre pays, plus particulièrement moins ciblé la France, que nous avons eu l'occasion d'étudier, donc bénéfice agricole là, c'est-à-dire que est taxable. Mais par contre, taux est très bas. Pas oublier qu'en France, il y a une fédération nationale, syndicat comme si secteur agricole là, FNSEA, qui est très puissant. Donc, il y a un pile avantage. Il n'y a pas taxé même gens. Il bénéficie d'un pile privilèges fiscaux. Ça, c'est sûr. Oui, il n'y a pas taxé même, et puis c'est une société pour encourager, pour développer la production nationale la cahier. Oui, et puis d'ailleurs, c'est des gens qui sont chouchou candidats à la présidentielle, ils ont toujours vraiment chouchouté. Donc, parce que c'est des électeurs potentiels. Exactement. Donc, tout à l'heure, dans la question revenu catégorielle, où tu as parlé de revenus de capitaux mobiliers, mais où tu mettais plus accent sur question revenu, capital action, revenu action, dividende par exemple. Ouais. Mais nous avons tout demandé pour porter un éclaircissement sur ça. Dans la déclaration définitive, dans le livret 1, habituellement, il n'y a pas déclaré dividende parce que, au vu de la loi, il a considéré comme déjà frappé d'un impôt libératoire. Dès le départ, l'entrepreneur déjà prend, soit en 20%. Exactement. Donc, il n'y a pas de pour le mentionner dans la déclaration définitive. Là. Et puis, on a spécifié tout. Revenu de capitaux mobiliers RCM, il n'est pas recouvré seulement dividendes, il ne pas concerné action, revenu capital action, dividendes, etc. Mais il concerne tout question obligation. Ou vendre obligation ou gain intérêt. Donc, les entrées là-dedans. Oui, vous faites des prêts également, même de façon informelle, vous faites des prêts. Quand on prête 1000 gouttes, vous remettez moins capital plus intérêt 1010 gouttes. 10 gouttes là représentent également un revenu. Il a rentré dans la catégorie de revenus capitaux mobiliers. Donc, moi, j'espère au fur et à mesure que nous allons avancer, étaler plus sur le revenu capitaux mobiliers. C'était juste à titre d'exemple que nous. Oui, mais ce qu'il soit capable de dire en tant que spécialiste expert dans la question pour le public là, est-ce que vraiment son anomalie le fait que dividende n'a pas figuré dans la déclaration définitive là? Bon, moi pas dire c'est une anomalie, même moi-même de façon personnelle, moi pas fait partager façon législateur il fait là. Parce que nous avons un système, un régime d'imposition qui tenait compte de l'ensemble de revenus que contribuable réaliser. Un régime mondial, le principe de la mondialité de l'impôt. Dans la même législation, nous avons un ensemble d'impôts libératoires. Une fois les impôts libératoires, alors que les dispensés contribuables de mentionner la déclaration définitive d'impôt. Maintenant, si nous avons un revenu, nous avons un système cédulaire, multicédulaire, bicédulaire, c'est-à-dire que nous traitons chaque type de revenu de façon séparée. Par exemple, dans certains pays, comme un pays comme le Niger, par exemple, il y a même un système multicédulaire. Donc, si on compte un compte nigérien qui a 6 types ou bien 6 catégories de revenus, il a pour le produire 6 déclarations. Donc, il y a une déclaration pour chaque. Là, plus qu'on prend le sens de revenus, d'impôt libératoire. Là. Mais le cas d'Haïti, nous avons un système global qui prend en compte. C'est une seule déclaration. Quand il n'y a pas le produit en déclaration, on peut déclarer ensemble de revenus. Mais tu n'as pas fait trop bien sens impôt libératoire. OK. Pendant que, puisque Jean là, son maïotique, gain de bas et quoi dit, qui a provoqué des questions hors cadre. C'est-à-dire que vous parlez on a une méthode multicédulaire. Donc, ça fait-il dans oreilles moins. Donc, est-ce que vous pensez que son bonne approche, est-ce que l'avantage est contribuable ou bien l'avantage est administration fiscale? Parce que son approche ancienne, question impôt cédulaire, c'est-à-dire que vous gagnez plusieurs cédules, chaque frappé par un impôt différent. Donc, qui analyse ou qu'a fait de situation ça? Alors, est-ce que c'est une bonne méthode? Oui. Est-ce que c'est une mauvaise méthode? Je pourrais aussi dire, bon, ça dépend parce que c'est une question de choix. Tout comme un pays qui a adopté une méthode globale, un pays qui doit adopter une méthode cédulaire ou bicédulaire. Donc ça dépend. Mais chaque présente des avantages comme il présente des inconvénients. Donc, maintenant, si je prends un avantage, est-ce que je mettez d'abord du côté des contribuables ou bien du côté de l'administration? Parce que l'avantage pour le contribuable, c'est peut-être l'inconvénient pour l'administration. L'inconvénient pour l'administration, c'est peut-être l'avantage pour le contribuable. Les deux, il y a avantage et il y a inconvénient. Par exemple, il y a un inconvénient pour le contribuable avec une méthode multicédulaire. C'est qu'une méthode multicédulaire n'est pas
permettre une compensation de déficit qu'on a gagné dans la catégorie de revenus. Si je prends par exemple dans la méthode multicédulaire que moi suis propriétaire d'une entreprise, c'est qu'au cours d'une année, que moi j'ai réalisé une perte. En même temps, moi c'est un salarié dans l'autre institution que moi gagne un salaire. Dans le système global, c'est total revenu que je peux déclarer. Eh bien, revenu que je gagne dans la catégorie de traitement de salaire, la compenser, la absorber en partie perte que je gagne dans le BIC. Alors qu'une méthode multicédulaire peut permettre moi ça. Mais pas que avantage, il y a un inconvénient tout. Comme avantage, par exemple, pour l'administration, il permet à l'administration à mieux cerner chaque revenu. Donc, si continuons à parler pour faire une déclaration, ça peut faciliter plus un contrôle, parce que ça me gagne une seule catégorie que je vais contrôler. Alors que l'aime une méthode globale, l'aime pour contrôler le contribuable. On va le contrôler sur l'ensemble de ses revenus, à la fois BIC, RCM, traitement et salaire, etc., etc. Donc, ça rend beaucoup plus difficile le contrôle. Ça facilite en quelque sorte également la possibilité de fraude également. Donc, il faut de la plus facile pour le passer dans la méthode globale que dans la méthode multicédulaire. Donc, nous connaissons que, merci, nous connaissons que il y a l'autre revenu que nous qualifions de revenu en nature. OK? Donc, nous t'aimons que vous élaborer plus sur ça et pour dire nous que est-ce que vous devez rentrer dans la déclaration définitive là. Et normalement, je pense que vous devez rentrer, mais en général en Haïti, vous ne pas rentrer. Donc, on a exemple ça, par exemple en France, si vous mettez une machine à disposition, l'entreprise met une machine à disposition, vous considérez comme un salaire additionnel. Donc, vous quantifiez. C'est-à-dire que si vous mettez une machine à la disposition, vous avez part d'utilisation que vous devez quantifier. Donc, vous êtes capable de nous plus de détails sur ça, sur la question revenu en nature. Exactement. Alors, ça revenu à la question de départ. Définition de revenu selon l'approche juridique et économique. Que nous-mêmes, en administration fiscale, nous en Haïti, c'est l'approche économique que nous considérons. Et si vous permettez moi d'aller pour les amis téléspectateurs, l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 qui traitait question impôt sur le revenu. L'article 2, il définit le revenu de la manière suivante. Il dit le revenu est le produit d'une activité individuelle ou collective, résultant d'une activité, d'une initiative d'ordre intellectuel ou matériel, le fruit de la jouissance d'un droit engendrant un accroissement de patrimoine ou une satisfaction des besoins. Ce produit, donc le revenu, ou ce produit ou ce fruit peut être soit en numéraire, soit en nature. Donc, dans la législation, les lois sur blanc écrit que le revenu n'est pas seulement en numéraire, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'aspect pécuniaire comme revenu, mais en nature également. Par exemple, au cours de l'exercice 2017-2018, il faut cadeau en machine. Pour anniversaire, il faut cadeau en machine. Machine, ça pour exercice qu'on reçoit là, c'est un revenu. Donc, les WAP fait déclaration d'impôt sur le revenu. Pratiquement, il y a un impôt qui n'est pas payé en nature, ce qui a quelques racades lorsque nous parlons de dations en paiement. Mais en principe, l'impôt est payé de façon pécuniaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre une pièce dans la machine ou bas d'administration comme impôt. Mais la machine a une valeur, on peut faire une estimation. Donc, estimation, ça représente un revenu qu'on reçoit en nature et revenu, ça lui-même, tout le supposé déclarer. Il y a un fonctionnaire qui occupe un fonctionnaire, il y a un véhicule de fonction à disposition. Par exemple, comme responsable de communication DG, ou un véhicule à disposition. Non, ce n'est pas le cas. Non, OK. Là, c'est juste de façon. Non, pour le public là, pour oui, pas pour permettre de édifier. Non, donc, moi, pas dire que, en fait, à supposer que le véhicule est à disposition. Maintenant, pour tout ça concerné activité professionnelle, on ne va pas le déclarer comme revenu. Par exemple, au fin de l'émission, c'est une émission pour l'administration fiscale. Au fin de là-dedans, vous utilisez machine pour venir, on ne va pas le déclarer ça comme revenu. Mais pour toute utilisation personnelle qu'on fait de même véhicule de service là, eh bien, il représente un revenu. Mais la difficulté qui va le poser maintenant, c'est comment évaluer cette portion qui représente l'utilisation personnelle qu'on fait voler. Il était capable trop difficile dans la mesure où le véhicule a lié en coût, il a une durée d'utilisation. À partir de ça, tu vas déterminer une méthode d'amortissement. Avec méthode d'amortissement, ça, vous ne connaissez pas année, par exemple, il y a amorti pour, en disant, 20 000 gouttes.
par année et que ou utiliser à des fins professionnelles à hauteur de 70% et à des fins personnelles à 30%. Mais donc, juste pour 30% de amortissement annuel, ça t'a représenté un revenu pour 2 années. Ça. Mais ça crée tellement de difficultés pour t'avoir déterminé avec précision. Ça fait que généralement en Haïti, il n'y a pas déclaré. Donc, c'est de bonne guerre que nous abordons des questions ça, question revenu en nature, parce que dans le monde publicitaire, publicité, c'est-à-dire que il y a des artistes de renom qui ont fait publicité, et puis admettons que pour satisfaction que commanditaire la recevoir de publicité là, et puis impact li, et puis il fait le cas d'un BMW. Donc, artiste là, il doit pas même faire DGI comme ça. Parce que pour lui-même, il connaît, penser que c'est-à-dire que revenu en espèces, ok, il y a l'argent tombé dans la main, mais BMW, il a une valeur. Donc, si on fait cadeau, ce n'est pas parce que vous parlez bien, c'est parce que vous avez un rendement. Donc, c'est dans le cadre de travail que vous avez. Donc, vous devez quantifier et puis pour mettre en valeur monétaire dans la déclaration définitive. Exactement. Donc, c'est de bonne guerre que nous parlons de ça. Oui, mais précision que nous avons portée, il représente un revenu au cours de l'exercice que le recevoir. Oui, bien sûr. Donc, nous parlons d'aborder l'aspect ça. C'est mon recevoir en octobre, disons 2017. Pour l'exercice comme en Haïti, l'exercice fiscal, nous avons commencé le 1er octobre pour le bout de 30 septembre. Mon recevoir en octobre. Maintenant, pour l'exercice commençant du 1er octobre au 30 septembre, disons 2017-2018, c'est un revenu. Mais à partir de 2018-2019, la machine ça pas un revenu pour moi encore. Il a fait partie du patrimoine, du capital que je possède. Donc, chaque année, mal déclaré dans la déclaration de l'impôt sur le revenu. Oui, non, c'est très bien précision ça. Non, c'est pas en bail de façon permanente. De même que revenu qu'on gagne, c'est tout comme revenu en espèces. C'est-à-dire que vous gagnez, pas chaque année, il n'est pas disponible encore, on va déclarer. Donc, nous voyons ça dans la question différente, sont capables de faire le point pour nous. Et de là, profiter pour cet éclaircissement tout petit, ça peut-être une pratique qu'on gagne au niveau de l'administration fiscale, que je pensais au moins, je était pour repenser sur lui. Ça arrive qu'aujourd'hui, un salarié. Que le travail qui chaque année il fait déclaration d'effectifs d'impôt régulièrement. Maintenant, revenu dans le salaire, il y a une partie que l'épargne. Mais il a épargné dans l'objectif pour que dans 2 ans, 3 ans, pour faire une petite activité, un petit business. Maintenant, portion d'épargne, ça, il n'est pas revenu. C'était une portion de revenu qu'il a épargné. Maintenant, après 2 ans que il peut lancer l'activité, on va demander pour faire une déclaration de la mesure où c'est avec seulement l'épargne ça qui constitue le capital. On va dire, bon, puisqu'on va investir 50 000 gouttes, il faut que vous fassiez une déclaration comme ça, tu es déclaré déjà, c'est juste une portion que tu as épargnée. On ne peut pas mal faire une double déclaration sur le même revenu que tu perçois. OK. Donc, nous avons un pile bail pour nous dire, mais quand même, nous sommes obligés de prendre une petite pause, nous avons tourné avant longtemps pour nous continuer, pour nous aborder la deuxième partie de l'émission. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour centre impôt, informatiser tout système pour transaction citoyen qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté wap joindre bon explication sous démarche wap gen poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices ou branchés émission Ça y est l'impôt. Invité nous aujourd'hui, c'est M. Samuel Sylvestre, qui est chargé de mission dans la direction domaine dans DGI, donc qui est détenteur d'un master en administration fiscale de l'Université Paris-Dauphine. Donc avec M. Sylvestre, nous avons abordé la question déclaration définitive. Donc M. Sylvestre, qui est arrivé un contribuable qui t'a fait une fausse déclaration, qui t'a menti sous déclaration définitive?
Donc, au vu de législation haïtienne, qui ça qui prévoit, qui sanction qu'a prend compte? D'accord. Merci pour la question. Alors, si nous appelons l'article 136, impôt sur le revenu, c'est le décret 29 septembre 2005. L'article 136, il précise que toute indication, toute information que le contribuable a mentionnée dans la déclaration, il est réputé comme exact, comme vrai, sauf preuve contraire. Néanmoins, l'administration fiscale a toujours exercé des contrôles, fait des vérifications pour voir si informations, ce sont des informations qui sont sincères. Les MAPLI m'a parcouru la législation haïtienne, particulièrement pour déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Malheureusement, je n'ai pas aucun côté qui mentionnait une sanction dans le cas où le continent a fait une fausse déclaration. Nous avons mentionné des sanctions. Le cas, par exemple, il a fait des manipulations, il a préparé de faux états financiers. Maintenant, dès qu'il s'agit d'une fausse déclaration définitive d'impôt sur le revenu, malheureusement, je n'ai pas et sanctions mentionnées. Sanctions les plus en rapport avec retard de déclaration. Vous êtes supposé faire déclaration entre le 1er octobre et le 31 janvier. Maintenant, après le 31 janvier, pour prévoir des intérêts de retard. Il y a l'autre sanction également que moi, dans l'article 19, toujours même décret, c'est pour détenteur de revenus fonciers qui t'a déclaré en retard, c'est-à-dire qu'il fait déclaration après 31 janvier. Et on prévoit une majoration de 25% de montant impôt qu'il gagne pour le payer. Également pour le locataire qui t'a versé des loyers et qui n'a pas mentionné montant dans la déclaration, il prévoit même peine pour lui. Mais par contre, dans l'autre pays, si je prends le cas de la France, dans la législation parole, c'est plus précisément dans l'article 1741 du Code général des impôts. Il prévoit des sanctions pour retard de déclaration. Et retard de déclaration est considéré comme une faute. C'est pas par exemple en Haïti, moi, quand je viens faire une déclaration 2 ans, 3 ans, 6 mois après, par un texte qui précisait s'il s'agit d'un retard ou d'une fraude fiscale. Alors que pour la législation française, c'est une fraude. Vous devez faire une déclaration parfaite, ou bien faire en retard, mais vous faites volontairement dans souci pour diminuer le montant de pour ne pas payer, ou bien vous faites d'autres manipulations pour diminuer le montant de dépôt, vous considérez comme une fraude fiscale. Non seulement il y a des amendes, il y a des sanctions pénales qui accompagnent. Pour la France, par exemple, l'article 1740, comme ça cité, en cas de fausse déclaration, on prévoit une amende de 500 000 € et un emprisonnement de 5 ans de prison. Dans le cas où fraude ça a fait en réseau, que c'est plusieurs personnes qui contribuent pour faire. Maintenant, peine est augmentée. Il prévoit une amende de 2 millions d'euros et 7 ans d'emprisonnement. Donc, moi, je pense que dans le niveau de législation haïtienne, il faut que nous repenser la question sanctions surtout. Il faut que nous soyons capables de définir notre sanction. Si nous faisons une déclaration en retard, est-ce que c'est juste traité comme un retard? Il y a un matériel de retard. Est-ce qu'on traité comme une fraude? Et il y a d'autres pays, si je prends le cas de l'Angleterre, ils ont même considéré comme étant un crime. Donc, ils vont sanctionner sévèrement. Donc, malheureusement, pour Haïti, dans la législation panoise, pas vraiment, il y a un texte vraiment qui est pénalisé. Bon, pas pénalisé, mais pas prévoir, il n'y a pas défini, pas spécifié, il s'agit de retard, il s'agit de fraude. Et puis, de fraude, il n'y a pas vraiment dit, par exemple, si je revenu de 10 gouttes, moi, déclaré 15 gouttes. L'administration a toujours contrôlé. Le contrôle, c'est sûr qu'il y a des intérêts de retard, éventuellement des majorations, même penser qu'il se posait aller plus loin. Si on allait plus loin, ça peut inciter le contribuable pour être capable de toujours faire des déclarations à temps. Okay. Non, mais pour me rester dans l'actualité au quotidien, donc c'est qui ça qui t'a arrivé, par exemple, en France, que tu as eu l'occasion d'étudier, à un ministre, par exemple, qui t'a menti dans la déclaration définitive, lui, quoique il a une bonne perception de lui, son bon nègre, son équipe bien gérée ministère, et puis il a menti dans la déclaration. Donc, est-ce que, qui gens qui a pensé ça, est-ce qu'il a juste dit comme ça, bon, à le payer et puis après dans le poste? Donc, c'était le cas en 2014, si je ne me pas trompé, de M. Cahuzac, qui était ancien ministre des Finances français.
qui te gagne des sommes qu'elle était déplacées dans des paradis fiscaux dans d'autres pays. Donc, que l'administration était venue découvrir ça par la suite. Première action qu'elle était obligée de faire, elle était obligée de démissionner. Et puis l'administration était obligée de mettre en examen et puis appliquer toutes les sanctions qu'elle prévoit pour ça. Donc en France, par exemple, pas seulement en France, en Europe, il n'y a pas une bonne perception de monde en matière de fraude, en matière d'évasion fiscale. Donc, pas aucun Français qui a senti son fierté pour lui du fait qu'ils sont autorités, et puis ils n'ont pas fait de déclaration, et puis ils sont fiertés. La société n'est pas bien well. Donc, obligatoirement, il n'est pas senti le combat, il est obligé, même pour sauver l'image, il est obligé de démissionner. Et démissionner, les amendes que nous avons sorties là dans l'article 1741 Code général des impôts appliquées contre lui, sans compter toutes les autres sanctions pénales que aura rencontrées. Question déclaration définitive, là, c'est-à-dire qui doit pour faire déclaration définitive, ramenez-nous à la notion de domicile fiscal. Donc, il y a des notions de territorialité qui entrent en jeu. Donc, vous êtes capable de dire qui ça qui domicile fiscal là et qui critères qui dominant dans la détermination domicile fiscal en contribuable. D'accord. Alors, pour Haïti, nous avons les articles 4 et puis 5 dans le décret impôt sur le revenu qui définit qui ça nous entend par un domicile fiscal. Domicile fiscal, là, d'abord, il est défini en fonction de 3 critères. Des critères d'ordre personnel, des critères d'ordre professionnel, des critères d'ordre économique. Il y a un 4e critère qui est entré en jeu dans certains pays. Le cas, par exemple, des États-Unis, c'est la nationalité. Et puis, dans certains cas, on a considéré une convention fiscale qu'on a attribuée en revenu à tel ou tel pays qui fait que le contribuable doit faire déclaration de revenu ça dans tel pays. Là, qui ça d'abord qui est un domicile fiscal? C'est ma point critère personnel. Selon l'article 5 décret 29 septembre 2005 sur l'impôt sur le revenu, considérer que on a un domicile fiscal en Haïti dès lors que les gains foyer en Haïti. Ou bien au cours de l'exercice fiscal, là, il est passé plus de 183 jours en Haïti. Ceci, regardez que moi pas dit ils sont haïtiens, mais ils ont contribué, que ce soit les d'origine haïtienne ou étrangère. Il suffit qu'au cours de l'exercice, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 septembre, le cumul de nombre de jours passés en Haïti est supérieur à 183 jours, il est assujetti à l'impôt sur le revenu en Haïti. S'il y a un foyer en Haïti, madame ni petite qui vivent en Haïti, il y a un domicile fiscal et tout en Haïti. Il y a un critère professionnel. Par exemple, si on est professionnel, on peut exercer une profession en Haïti. À but lucratif ou non, ça fait de vous un domicile fiscal haïtien. Il y a également des critères économiques sur un centre d'intérêt économique en Haïti. Ça fait de vous un domicile fiscal en Haïti, même si on ne peut pas vivre en Haïti. Donc là, au cas remarqué, à partir de ça, on contribue à gagner plusieurs domiciles fiscaux. Pas d'ailleurs, même exercice, moi, à la fois des domiciles fiscaux en Haïti, moi, en France, moi, aux États-Unis. Je vais expliquer, entre la France et Haïti, même critère qui est applicable pour nous tous deux. Si je prends le premier critère, c'est le nombre de jours, critère personnel. L'exercice fiscal en Haïti a commencé le 1er octobre. En France, il a commencé le 1er janvier. Supposez que de octobre 2017, moi en Haïti, moi vive à Haïti jusqu'à avril 2018. On fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça a totalisé à peu près 7 mois d'exercice fiscal en Haïti. Avril, fin avril ou bien début mai, mal en France. On fait mai, juin, juillet, jusqu'à décembre, ça fait environ 7 mois. Du coup, pour même exercice fiscal, là, moi, j'ai un domicile fiscal dans tous deux pays. De ce fait, il faut que moi déclare un poste sur le revenu dans tous deux pays. Donc là, automatiquement, moi, je fais objet d'une double imposition. Donc, il y a une façon que je peux éviter, que peut-être, j'espère que nous avons privé sur ça. Mais je profite de l'occasion pour moi faire un petit exercice qui est très technique. Moi, j'ai une réponse là, mais pour contribuables, pour téléspectateurs et téléspectatrices, capables d'entrer dans le jouet là pour comprendre mieux. Donc, ma bon cas d'espèce, une entreprise haïtienne
qui t'a gagné en succursale, en filiale, en République dominicaine, ok, dans n'importe quel domaine quelconque, secteur d'activité. Et puis, l'État délégué, un membre personnel là, à faire un travail en République dominicaine. Donc, l'État a passé 6 mois, il a passé 1 an même, mais salaire, c'est en Haïti, tout by Madame Nil. Est-ce que la République dominicaine, du fait que la exerce en fonction en République dominicaine, dans ce que ça là, est-ce qu'il a considéré salaire ça Haïti, considéré comme revenu de source, République dominicaine du fait que accomplit un travail mais là touchons l'argent, mais l'argent c'est Haïti sorti, li tout est Haïti, by Madame Nil. C'est-à-dire que qui j'en ouais cas d'espèce ça que Haïti a revendiqué, République dominicaine a demandé le tout. Ça passe. Maintenant, il faut que nous étudier le système ou bien régime d'imposition de tous les pays. Il faut que nous travaillions en Haïti, quel régime d'imposition que nous utilisons. Est-ce que c'est un régime qui prend en compte les revenus mondiaux du contribuable, c'est-à-dire les revenus de source mondiale, le régime de la mondialité de l'impôt. Est-ce qu'en République dominicaine, ils ont utilisé le même critère, ça, le régime de la mondialité de l'impôt? Si c'est le même critère, tous les pays ont utilisé, ça veut dire que le contribuable, ça, a déclaré revenu de source mondiale. Maintenant, nous finissons avec le régime d'imposition, nous parlons, ouais, selon la législation de tous les pays, est-ce que mon ça, il y a un domicile fiscal dans tous les pays? Il n'y a pas de compte de tous les 3 critères, des critères personnels, professionnels, économiques, etc. Si pour Haïti, on considère comme un domicile fiscal en Haïti, oui, il doit déclarer comme ça en Haïti. Parce que le revenu est des sources haïtiennes. En République dominicaine, puisque c'est là que est affecté dans le poste là, donc les gains de domicile fiscal tout en République dominicaine, oui, il doit déclarer en République dominicaine. Si la République dominicaine a un critère mondialité comme régime d'imposition, je vais tomber pour corriger ça un petit peu, pour mettre un élément nouveau. Pour m'écarter question 183 jours là, il n'a pas fait 1 an. Ok, moi écarter. Comme si pour pas avoir artifice, puis il dit bon, il fait. Alors en République dominicaine, il va passer 1 an. Il va passer 1 an. Non, alors même s'il a passé 1 an en République dominicaine, alors il faut qu'on dise que c'est son emploi à l'État, c'est une institution publique, et puis non, il n'est pas vraiment. Mais si c'est une entreprise privée, il suffit qu'elle remplit conditions de domicile fiscal en République dominicaine et que la République dominicaine applique le régime de mondialité, oui, la impose à la fois en Haïti, à la fois en République dominicaine. Par contre, si la République dominicaine utilise le critère de territorialité, elle va tenir compte uniquement des revenus de sources qui prennent naissance sur le territoire par là, étant puisque les revenus sont de sources haïtiennes, non, il n'est pas déclaré dans la République dominicaine. Donc ça t'a vraiment dit, en fait, pour nous connaître un peu plus de régime fiscal tous les pays. Pendant qu'on a parlé de ça, je vais entrer en l'autre élément, c'est question, par exemple, un diplomate qui est accrédité en Haïti, étranger accrédité en Haïti, est-ce que il est redevable de question de faire déclaration définitive en Haïti? À la fois oui et non. Non, c'est parce qu'il y a la Convention de Vienne qui réglemente la question diplomatie. Selon cette convention, il attribue un ensemble de privilèges et d'avantages à consuliers. Non, il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu dans le pays côté il est accrédité. Par contre, si en dehors de fonction, le consul peut exercer d'autres activités sur le pays côté il est accrédité. Par exemple, c'est un consul français qui est à la fois professeur de l'université en Haïti, qu'il perçoit un salaire pour le cours qu'il dispense. Eh bien, pour portion de revenus, ça, qui n'est pas fait partie de fonction de diplomate, il faut qu'il déclare en Haïti, la paye pour vous en Haïti normalement. Donc, dans la même logique, là, je prends l'ambassade Haïti à Paris, il gagne un salaire en tant que fonctionnaire haïtien, donc il est redevable pour faire déclaration définitive, pour mentionner revenu qu'il gagne en tant que diplomate. D'ailleurs, déjà fait fonction dans le ministère des Finances sous chèque. Mais l'État, en même temps, dans le moment perdu, il écrit dans le Figaro, il a un salaire, il écrit, même s'il écrit en plantu, il met un prête-nom, comme ça. Donc, il a un salaire, il gagne dans l'auto en France, française des Jeux, il fait 5 millions d'euros, et en pile l'autre bagaille encore, il gagne dans le loyer en France. Est-ce que revenu ça, il doit déclarer une déclaration définitive en Haïti?
La réponse, oui. Techniquement. Oui. Revenu ça, il a déclaré dans 2 pays, à la fois en France, à la fois en Haïti. Yeah. Parce que la France, il tient compte de revenus de source mondiale contribuable. Haïti, si nous allons dans l'article 3 et puis l'article 149, impôt sur le revenu, il tient compte également de l'ensemble des revenus du contribuable. Oui, mais bon, bémol. Fort souvent, nous-mêmes, capables de dire que la législation nous en avance sur la société, nous dit des bails dans le texte qui sont irréalistes. Nous pas même qu'à contrôler ça qu'a fait Saint-Domingue. Et puis, nous avons dit que nous pouvons le contrôler. Nous pas des conseillers fiscaux dans l'ambassade qui contrôler. Donc, l'irréaliste, vraiment, nous avons le savoir, il y a une provision pour ça, mais l'irréaliste. Oui, vas-y. Ça peut demander par rapport à bémol que vous mettez pour l'administration fiscale, tous les grands travail qui fait. Son campagne de sensibilisation, même j'ai fait là dans le cadre de l'émission, que d'ailleurs je félicité pour ça. Ils ont campagne de sensibilisation pour développer plus qu'à contribuables le sens du service fiscal. Parce qu'il y a des contribuables qui ne sont pas payés, c'est un choix. C'est choisi ou pas payer. Entrer dans le cadre de fraude, dans le cadre d'évasion. Mais il y a pile qui ne pas payer tout, c'est parce qu'il ne pas connaît. Même quand ça doit arriver, il ne pas connaît que le revenu ça que il gagne en France, que il a déclaré le tout en Haïti. Donc, je pense qu'il faut que l'administration fiscale là, fait continuer avec les gens d'émissions ça. Et puis, pas seulement être n'importe quoi, c'est faire des formations pour contribuer à bio. Il faut des équipes qui déplacent même, faire formation pour eux plus un but maintenant continuer à parler au niveau que son choix qu'il fait pas décalé, il connaît conscience la reprocher, c'est lui qui pas décalé, mais il connaît que son faute qu'il fait. Donc, pour finir, question que tu posée, comme consulat haïtien accrédité en France, eh bien, ça n'est pas déclaré en France. C'est en Haïti qu'il a fait déclaration. Mais pour tout autre revenu, en dehors de fonction de diplomate ou en dehors de fonction de consulat que réalisé en France, il doit déclarer en France. Et en même temps, déclarer en Haïti, parce que Haïti prend en compte tout revenu qu'il réalisé au cours de l'exercice. Maintenant, ça qui peut sauver le contribuable, c'est si entre France et Haïti, il y a une convention fiscale qui peut éliminer double imposition. Non, mais pas oublier que, OK, nous ne pouvons pas décourager le contribuable dire des bagailles, mais quand même, l'administration fiscale haïtienne n'a pas aucun élément dans le cas ça pour vérifier ce que le contribuable va dire. C'est-à-dire que l'État m'a dit qu'il gagne 50 000 gouttes dans le Figaro, 50 000 euros par an, alors qu'il gagne 300 000, nous ne pouvons pas vérifier. Oui, nous ne pouvons pas vérifier, mais il y a possibilité quand même de vérifier. Oui, nous ne pouvons pas mettre nous en mesure pour le faire. Exact. D'accord. Donc, si je prends l'autre cas d'espèce toujours, je prends un cas, un fonctionnaire haïtien, un haut fonctionnaire haïtien qui est un haut fonctionnaire des Nations Unies. OK, l'État même représentant permanent, secrétaire général des Nations Unies au Niger ou au Tchad. OK? Et puis, il est venu pour l'occuper une fonction élective en Haïti, Premier ministre par exemple. Et pour après que, il y a des parlementaires qui dit que monsieur pas déclaré revenu que le gain des Nations Unies en ont. Donc, bas public là, des enseignements sur ça. Est-ce que diplomate ça, citoyen haïtien qui refonctionne nation qui diplomate là, est-ce que l'obligé déclarer revenu que le gain en tant que diplomate en tant que représentant secrétaire général des Nations Unies au Tchad? Dans la déclaration définitive en Haïti. Au fonction des Nations Unies, ça, il n'y a pas pour le déclarer, pour venir ça qu'un côté. Si nous allons dans la Convention sur les Nations Unies qui traite question les privilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies, il n'y a pas pour le déclarer dans aucun pays. Donc, le Parlement haïtien n'a pas pour le demander, il faut peut-être déclarer, il faut que ceci, non. D'autant plus, le revenu ça, il n'y a pas aucun pays qui a dit que le tiré origine à partir de lui. Les Nations Unies fonctionnent à partir de lui. On fait qu'un ensemble d'États, dont Haïti, contribuent. Donc, c'est à partir de fonds ça que le pays. Donc, fonds ça, c'est pas aucun pays pas qu'à revendiquer pour dire, bon, puisque l'affecté au Tchad, le revenu c'est de source tchadienne ou de source haïtienne, non. Ni siège social là tout, ni État américain, les États-Unis pas qu'à réclamer non plus. Ils pas réclamer non plus. OK. Donc, genre de situation ça que nous posons, il pose des phénomènes double imposition. Donc, quelle solution ouais comme si pour résoudre le problème ça alors, comme solution, il y a plusieurs. Ouais. Solution qui est plus courante là, et c'est lié à le pays fait, c'est trouver des négociations, des accords entre sur question de double imposition, des accords pour supprimer, pour éliminer double imposition. Alors, il faut que je dise que Haïti, je ne dis pas, c'est un pays
qui malheureusement n'a aucune convention fiscale avec aucun pays. Contrairement à d'autres pays, si je prends le cas de l'Angleterre, qui c'est champion, qui gagne plus de 160 conventions. Immédiatement après, nous jouons la France, qui gagne plus de 120 conventions. C'est à travers la convention fiscale qui gagne un triple objectif. Le premier, c'est supprimer les doubles impositions. Deuxième, c'est lutter contre l'évasion, contre la fraude fiscale à l'échelle internationale. Parce que compte tenu du principe de souveraineté État, donc Haïti n'a pas juste pour le poursuivre, un contribuable haïtien pour la fraude fiscale sur un territoire de notre État. Donc il faut qu'il y ait des accords, des coopérations qui peuvent autoriser pour demander l'autre pays capable de poursuivre les vols. Et puis, troisième objectif, c'est que les protéger les contribuables. Donc, c'est chaque État à taxer les contribuables finalement, tout revenu contribuable va passer dans les taxes. Donc, la convention fiscale est là pour capable de protéger les contribuables. Nous avons ajouté un quatrième objectif, c'est que la convention fiscale facilite, encourage le développement des échanges au niveau international. Par exemple, il y a un investisseur étranger qui veut investir en Haïti. Comme ça, il va essayer de connaître quel système d'imposition qu'il y a en Haïti. Il va voir, bon, si toutes les autres conditions sont réunies, sécurité, des infrastructures, etc., il va regarder le système fiscal là. Est-ce que son système fiscal qui est plus ou moins souple, ou bien qui est plus ou moins sévère, par exemple? Admettons que, on pourrait faire en Haïti, le taux d'imposition, c'est 70%. Donc, pas même d'intérêt pour venir investir dans le pays. Donc, là, il faut regarder le système d'imposition, il faut regarder est-ce que le pays, ça, tout, il y a des conventions avec d'autres États, particulièrement État côté que investisseur, ça, il y a un domicile fiscal, côté les résidents. Si il y a une convention fiscale, bien double imposition que je peux subir dans le pays côté m'a investi, la cas éliminé à travers la convention. Mais si il n'y a aucune convention fiscale, c'est une double imposition que m'a subi, m'a supporté par quelque façon, donc il n'est pas intéressant pour m'investir dans le pays. Et si m'investis, là-dedans, on va obligé d'utiliser des stratégies pour que majorer au maximum possible pour faire que je réaliser. Donc même les montants subis en double imposition, donc ça ne va pas trop déranger l'activité que je fais. Donc, nous sommes capables de dire que double imposition, quand on sort de frein. Exactement. Quand on sort de frein à libre circulation des personnes. Et des capitaux également. Donc, tout à l'heure, on a parlé de mondialité. Gros bémol, il y a des tempéraments. Tempérament, c'est question crédit d'impôt étranger. Parce que sinon, si c'était mondialité, carrément, États-Unis frappent American Airlines sur tout revenu dans le monde, et puis Air France, même, tu as mis ton bémol, donc American tape déficitaire. Donc, il y a un crédit d'impôt étranger à chaque fois qui entre en jeu. Oui, alors, en double imposition, il n'y a pas que à travers une convention, parce que tu as posé la question comment on peut éviter, il n'y a pas que en convention. Il y a éviter tout au niveau du droit domestique, de la législation interne. Si on parle des pays qui sont champions en matière de convention fiscale, mais si on prend un pays comme les États-Unis, il y a à peine une cinquantaine ou bien une soixantaine de conventions fiscales. Mais par contre, à travers sa législation interne, on va avoir un ensemble de dispositions pour supprimer double imposition, soit à travers de l'imputation, c'est-à-dire des crédits d'impôt, soit à travers de l'exonération d'un ensemble d'impôts qu'on a déjà payé dans notre pays et notre État. Donc, nous sommes capables de dire émission vraiment assez animée, assez enthousiaste pour nous aborder un pile questions qui gagnent à revoir avec déclaration définitive. Donc, les plus belles choses ont une fin. Donc, nous arrivons dans la fin de l'émission. Donc, c'était un plaisir pour nous être avec M. Samuel Sylvestre, qui portait un éclairage nouveau. Bien sûr, thème ça, nous abordé plusieurs fois avec d'autres cadres de DGI, mais nous voulons profiter de présence M. Sylvestre pour nous capables de prendre une autre approche de questions sérieuses. Donc, nous sommes que le public l'en tire un pile enseignement de tout ça qui t'est dit. Et nous avons dit que M. Sylvestre, c'est une phase initiatique, il vient une première fois, mais l'a gain pour le venir plusieurs fois. Donc, nous espérons M. Sylvestre a gain pour le venir sur le plateau pour parler nous de fiscalité entreprise, de fiscalité internationale, de façon plus large. Ouais. Donc, nous déjà prenons rendez-vous sur ça. Donc, ceci dit, nous pris congé de M. Sylvestre, de public là. Donc, nous prenons rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission, Ça y est l'impôt.
Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou a rempli